Donc peut-être la première question pour lancer l'histoire. Nous, on t'a découvert avec les dépossédés, donc un travail sur la misère dans 3 villes, Londres, Belfast, Glasgow. Après, tu as écrit pas mal de romans et je t'entendais dire hier que tu avais envie de revenir à une écriture non romanesque. Tu pourrais parler de ça, ce désir Maintenant, je veux écrire des trucs non romanesques parce que, franchement, je trouve que le métier de romancier, c'est un peu pathétique, c'est un peu enfantin. Je suis prolétaire moi-même et pour moi, le travail, c'est quelque chose qui est plus ou moins physique et on va au travail, on bosse, on rentre le soir, fatigué, et on dépense le salaire, quoi. Et c'est une vie assez simple. Donc de bosser même dans un bureau, déjà pour les gens comme moi, c'est un peu fou, quoi. Donc de mentir professionnellement, ça me semble enfantin. Mais c'est aussi parce que d'écrire des récits ou des témoignages, c'est un truc d'activer les autres muscles d'écrivain. C'est pas du tout la même chose. Il faut qu'on soit humble face à la vérité, face aux gens surtout. Il faut les respecter. Et vu que j'ai toujours pensé que ça serait impossible comme un romancier d'avoir les détails de la moindre vie, du moindre jour, de la moindre vie de quelqu'un dans 2000 pages. Face à la vérité de quelqu'un, il faut être humble, il faut dire, je suis censé de représenter cette personne-là et il faut que je m'applique. Donc ça fait du bien, c'est hyper dur et fatigant, mais c'est juste, parfois, ça aide à respirer. Et ce nouveau projet, alors, sur lequel tu es parti c'est pas flou pour l'instant, mais c'est pas arrangé. C'est un peu arrangé dans ma tête, mais c'est un truc que je crois que de plus en plus en Europe, globalement, il n'y a qu'un sujet. Et c'est le sujet de racisme. Il n'y a que ça, quoi. C'est le truc le plus important. Récemment, il y a la crise et les gens ont du mal à payer le loyer, mais même là, la question de racisme est hyper lourde, quoi. La vie est beaucoup plus difficile aux États-Unis et ici en France par rapport à la crise si on est noir ou arabe. Et je suis irlandais, mais c'est la culture britannique. Et la question là est complètement, c'est pas réglé, c'est pas définitif, mais l'ambiance n'a rien à voir à la France, quoi. Et moi, j'étais étonné par le comportement des flics en France. Ils harcèlent les Noirs et les Arabes, et c'est ouvert. Et c'est un truc assez bizarre parce que c'est assez français de dire, moi, je fais pas les euphémismes, quoi. Je me cache pas, je le fais, c'est ouvert. Et en Angleterre, ça serait hors de question, quoi. Parce que là, on n'a pas le droit de parler d'une façon, comment dire, négative. pas sympa. Et depuis 20 ans, c'était le cas. Et moi, j'étais un peu contre, parce qu'on ne peut pas être flic de la pensée. Bah, peut-être la parole, oui, mais pas la pensée. Mais de plus en plus, ça rend le discours public, franchement, civilisé. Parce que là, quand quelqu'un dit, en anglais, en Angleterre, quelque chose de pas acceptable, mais ça casse les oreilles, quoi. Ça casse les oreilles des Blancs, et ça casse un peu les oreilles même des racistes. Oh non, dis pas ça, mais ouh. Donc et c'est pas du tout le cas en France. J'ai entendu des choses remarquables dans les rues de Paris, et de voir que
ça cause pas des bagarres tout de suite. En fait, là, je veux apprendre la langue. Parce que je ne parle pas cette langue de race en France. Je ne comprends pas trop, je ne pige pas trop. Et en Angleterre, je pige très bien. Je vois quelqu'un noir à l'entrée, et franchement, d'abord, il est anglais. Et pour un Irlandais, c'est déjà ça, quoi. Ça, c'est un problème. Mais il est anglais. Plus anglais, tu meurs. Et tous mes amis pakistanais, franchement, je suis beaucoup plus pakistanais que eux. Hein. Ils sont anglais. Et je crois que je n'ai pas croisé quelqu'un, soit un black, soit un arabe en France, qui se prend pour d'abord un français. C'est juste que, pour moi, ça fait hyper exotique, quoi. Et j'ai raconté cette histoire d'un joueur, un footballeur français, qui après la parole de Laurent Blanc, en disant qu'il faut encourager les jeunes blancs de jouer, il ne faut pas trop avoir les noirs et les arabes. Et ça a fait un peu un scandale. Plusieurs joueurs français à Londres, pour Arsenal ou Chelsea, ont posé la question à leurs collègues noirs mais britanniques. Est-ce que c'était difficile pour toi, pour vous, choisir entre jouer pour ton pays d'origine ou l'Angleterre? Et les Anglais n'ont pas pigé, quoi. Quoi? Ben, tu parles de quoi? Mais c'était juste hors de leur expérience. Et je trouve toujours que les moments où les gens se comprennent pas sont souvent assez éloquents et intéressants. Et c'était là où les cultures avaient du mal à se comprendre. Parce que ça n'existe pas en Angleterre. C'est une question, mais abstraite et bizarre. On n'insultera jamais un joueur de football en Angleterre parce qu'il est noir. Ah non, mais bien sûr, on fait n'importe quoi comme fan de foot. Je me souviens, il y a 20 ans, un joueur qui avait un trou dans le cœur, mais quelque chose d'assez grave, et ils ont chanté des chansons. On chante des chansons sur si un joueur est gay ou pas, sur sa femme, si sa femme est connue. Et il y a, moins qu'ailleurs, franchement, les gens qui disent... c'est difficile d'être raciste comme fan, là, parce que toutes les équipes ont 4, 5, 6 joueurs noirs. C'est juste que un Anglais noir, professionnel, penserait jamais à jouer pour Jamaica ou quelque chose comme ça. Il va jouer pour Angleterre. Mais... parfois, s'ils ne sont pas des joueurs trop doués, ils trichent et ils jouent pour Irlande du Nord. Mais c'est juste hors de question de penser à... L'idée de pays d'origine, c'est pas là, quoi. Ou sentimental et un peu flou. Et la France, c'est vraiment pas ça. Donc c'est intéressant. C'est quoi la différence? Parce que c'est la France qui est le pays laïque, qui est le pays qui prend tout ça au sérieux. Les Anglais, un peu par hasard, ont réussi à inclure leurs immigrants, même malgré eux. Parce que c'était pas trop fait exprès. Mais là, c'est juste... C'est normal, quoi. Ça veut dire que tu vas arpenter ce pays avec cette question-là. Ouais, et franchement, j'aime bien l'idée que, pour l'instant, je n'ai aucune idée pourquoi. Mais aucune idée. Et je crois que c'est assez utile d'arriver sur un sujet, un thème, avec la tête vide, quoi. Moi, j'ai énormément de respect pour les bêtises. Parfois, les erreurs sont assez intéressantes. Mais là, si je ne comprends pas, et j'essaie de comprendre, ça pourrait être un voyage intéressant. Sinon, si quelqu'un pense qu'il a raison et il constate, c'est un peu chiant, quoi.
Ça casse un peu les pieds. Et ton voyage va te conduire à Marseille. Oui, ouais, tout à fait. Paris, c'est pas la France, quoi. C'est autre chose. Et je la connais un peu. Et je veux être quelque part que je ne connais pas. Et sur les questions raciales, c'est une ville assez intéressante. Et j'ai rencontré pas mal de gens qui vivent ailleurs maintenant, qui étaient Marseillais, mais qui veulent plus vivre là-bas parce qu'il y en a trop des Arabes, quoi. Il y en a trop des Noirs. Et si les gens disent ça, mais ouvertement, et ça m'intéresse un peu. Ah bon, c'est ça? Mais c'est surtout parce que j'ignore cette ville. Je connais rien de cette ville. Donc j'arrive comme un enfant. Et maintenant, pour la première fois, c'est aussi par rapport à la langue, parce que je parle français comme un gamin de 6 ans, quoi. Un peu handicapé en plus. Et ça fait un drôle d'effet, ça procure sur moi et sur les gens dont je parle un effet assez spécial, parfois intéressant. Et parfois bizarre. Mais les gens m'aident. Oh non, mais le pauvre, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut l'amener quelque part. Et ça me va. Te laisser guider par les rencontres que... Ah oui, c'est toujours ça. Même dans les endroits que je connais bien, en Angleterre ou en Irlande même. Il faut arriver quelque part et il faut dire, je ne suis pas trop compétent, je ne sais pas trop quoi faire. Est-ce que tu peux m'aider? Et les gens t'aident. Mais tout de suite. Je n'étais jamais refusé dans ma vie, quoi. Soit comme écrivain, et soit parfois j'ai fait des documentaires, soit comme ça. Parce que les gens répondent très bien aux gens nuls. Donc si tu arrives en avouant que tu es nul, ça va, quoi. Justement, tu disais que tu avais fait des documentaires, donc Ouais. de travailler avec de l'image et du son. Et quelle différence tu fais dans un travail comme ça, documentaire, entre la littérature et le cinéma? Quel espace, tu vois, D'abord, on ne peut pas mentir. Surtout, on ne peut pas déguiser les gens. Si on parle d'un sujet comme la misère, souvent les gens sont obligés de faire des trucs pas tout à fait légaux pour gagner la vie, quoi. Donc, comme être subventionné par l'État et de bosser en même temps, qui est contre la loi. Et si on écrit quelque chose, on peut changer le nom, on peut changer quelques détails pour qu'il ne soit pas harcelé par les flics, mais sur la télé, on voit la gueule, quoi. Et donc parfois il faut réagir comme avocat pour eux. Et il faut dire, c'est pas la peine de dire ça, ça va te causer des problèmes. Et donc parfois il faut trouver des autres moyens. Mais c'est aussi... C'est un peu... si c'est un truc de parler aux gens, les gens qui sont charismatiques, les gens qui savent parler, ils gagnent, quoi. Qui est un peu triste. Les gens qui ont un peu de... Ouais, c'est facile pour moi, m'en fous. Ça, c'est très séduisant comme si on fait des films. Et il faut parfois faire gaffe à ça, parce qu'il y a des gens intéressants qui ont du mal parfois à s'exprimer. Et il faut trouver un moyen pour leur témoignage, ce qu'ils ont à dire, et présenter. Et j'étais pas très doué à ça, franchement. Mais l'échec, j'ai de respect pour l'échec aussi. Hein. C'était pas très doué dans le film, mais dans l'écriture, tu trouvais mieux l'espace de ça, c'est ça? Plus ou moins. J'ai jamais réussi dans ma vie, soit comme écrivain, soit comme filmmaker. C'est toujours une question franchement, de supporter l'échec que tu as fait.
Et ça pourrait être un échec total qui te fait mal ou un échec léger qui est plus ou moins supportable. Mais moi j'ai deux questions quand tu parles d'échec, parce que bon, enfin, je veux dire, au vu de ton écriture, on peut pas, enfin, moi je ne considère pas ça comme un échec, mais j'ai plus l'impression que tu parles d'être face à la réalité, et face à l'impossible de la capter. Ouais, c'est ça. On est toujours face à ça, c'est-à-dire que par rapport à l'auteur de romanesque ou de fiction, il va je dirais pas enfermer son sujet, mais il va le canaliser. Ouais, tout à fait. Alors que toi, dans ce réel-là, d'une part, ce qui t'est confié, des fois, est dit par les personnes, mais ils n'ont pas toujours les mots pour le dire, et donc toi, tu dois trouver le juste endroit, même y compris, ça peut être des choses, des fois, énormes, qui déplacent la personne dans le mauvais sens, mais et tu es un peu garant de ça. Et donc que tu es face toujours à cet impossible, et c'est dans ça que tu parles d'échec, si je comprends bien. Et c'est tout à fait ça. On est impuissant face à la vérité. Et face à la dignité des gens, et il faut l'avoir dans le texte, et il faut être Tolstoï pour ça, quoi. C'est ce que James Hadji dit dans son ouverture. Je ne peux vous dire que ce que j'en ai vu. Je suis capable. Parce que c'est les yeux qui sont les meilleurs témoins, qui sont modestes, qui mentent pas. Et l'oreille, c'est moins, on fait moins confiance à l'oreille, quoi. Et cette impression d'impuissance, mais c'est un fardeau énorme, qui peut faire mal, mais franchement, parfois ça inspire aussi, parce que si on se rend compte des faiblesses en soi, on peut quand même faire quelque chose, on peut améliorer, on peut faire plus d'un effort. Et parfois, franchement, c'est le contraire, c'est assez simple. Quelqu'un dit quelque chose si belle, si émouvant, si remarquable, qu'il faut juste taper, quoi. Merci. Hein. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et je me suis dit, c'est un métier assez facile, quoi. Boum, 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 tap, tap, tap. Et ça, c'est un moment remarquable. Ça donne envie, quoi. Justement, moi, je voulais te demander, quand tu entres en conversation avec le réel, les personnes rencontrées, comment après ça repasse dans l'écriture? Est-ce que c'est... En fait, tu enregistres la parole, tu la réécris après, parfois. Ou tu essaies plusieurs entrées? Parfois. Ça dépend sur les gens, ça dépend sur la permission. Il faut demander toujours permission, mais si je croise quelqu'un dans la rue qui dit quelque chose d'intéressant, j'ai le droit mais c'est juste à voir, mais je suis vivant, quoi. Mais après un certain moment, si on parle pas mal à quelqu'un, il faut dire, je fais ça, est-ce que ça t'agace? Et puis après ça, il faut dire, là, ça vaut le coup d'enregistrer, soit à la main, soit avec un truc. Hein. Mais c'est jamais, pour moi, c'est jamais trop une question trop compliquée. Les gens me font confiance, parce que c'est clair que je suis amateur, c'est pas journaliste. Et les gens me font confiance. Tu te mets dans une situation d'amateur. Je suis amateur, mais je suis amateur. C'est pas une blague, quoi. Je suis un amateur. J'ai rien dans la tête. Hein. J'ai des techniques de roman, quoi. Et même ça, c'est discutable. J'ai pas fini mes études. Je suis pas bien élevé, mais je suis un amateur dans tout ce que je fais. J'étais prof à l'université et je suis pas sorti de la fac avec un truc, quoi. Mais quand même, j'étais prof à l'université. Non, mais amateur, ça gagne. J'ai une autre question importante. Souvent en France, je ne sais pas comment ça se passe en Irlande, certaines personnes aujourd'hui qui travaillent sur le réel l'enregistrent,
rencontrent des personnes réelles, mais elles ont toujours quand même, au bout du compte, une nécessité de faire repasser leur langue d'écrivain devant le réel. Moi, je considère ça comme ça. C'est-à-dire que, et par rapport au monde de la littérature, des journalistes, oui, il y a eu une rencontre avec le réel, mais c'est toujours la langue de l'auteur qui est mise en avant. Et je voudrais savoir un peu ton point de vue là-dessus, toi notamment. Est-ce que après c'est toujours à reproduire ta langue ou tu vois le rapport que tu as avec ça? C'est pas une mauvaise question. Et la réponse serait pas mauvaise non plus. Parce que j'ai pensé à quelque chose là. En fait, je comprends très bien ce que tu dis là, parce que même dans les romans, il y a quelque chose qui m'énerve avec les personnages prolétaires, surtout chez les Anglais, qu'ils parlent blablabla, mais ils ont du mal à parler, ils ne sont pas très éloquents ou expressifs. Et moi, j'étais souvent critiqué que tous mes personnages prolétaires parlent comme Shakespeare, quoi. Mais tous les gens de mon quartier où j'étais né parlent un peu comme Shakespeare, quoi. Je ne suis pas anglais, je suis irlandais, donc déjà la langue est plus compliquée et plus riche. Mais j'ai toujours remarqué que si on est bourgeois, un écrivain je sais que bourgeois c'est un mot compliqué, mais ça se comprend, quoi. On met dans la bouche d'un personnage prolétaire une maladresse, une laideur qui est franchement un peu bizarre, quoi. Et je préférais d'avoir des personnages un peu trop doués à s'exprimer que l'inverse. Et quand j'ai fait des récits, soit des petits trucs, des articles pour les journaux ou un bouquin, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait du mal à parler. Et j'ai jamais changé un mot de ce que j'ai enregistré, écrit ou rappelé de ce qu'ils ont dit, parce que c'était pas la peine, quoi. Et en anglais, il y a un truc qui marche moins en français, je crois. Ah non, en fait, c'est pas vrai. Parfois, les gens constatent très vite et ils s'arrêtent. C'est ça et ça. Et un écrivain serait tenté toujours de colorer, de rajouter. Mais quand c'est juste enfant, virgule, c'était dur. Ah, ok. Ça marche. Je ne peux pas améliorer cette phrase, quoi. Donc c'était jamais un problème pour moi. Et j'étais jamais tenté. Quand je fais cette estate ou cet autre endroit ou quartier était comme ça, c'est moi l'écrivain. C'est moi qui sais écrire sur les nuages, quoi, ou la pluie. Parfois quand on décrit les personnes, leur look, leur tenue, hein, c'est moi l'écrivain. Ça veut dire qu'il y a les deux espaces de parole qui doivent coexister. Oui, tout à fait. Mais moi, personnellement, j'étais jamais tenté de faire semblant ou de présenter les gens comme ils n'étaient pas, quoi. Et franchement, j'avais trop peur de recevoir un coup de poing, quoi. Parce que pas mal des gens dont j'ai parlé étaient assez... Ah, mais tu dis quoi? Ah, mais j'ai pas dit ça, quoi. Ils n'hésitent pas de s'exprimer. On travaille, nous, sur un terme qu'on essaie de définir petit à petit, par rapport au cinéma documentaire, au théâtre documentaire. Nous, on essaye de faire une manifestation qui a pour titre les écritures du réel. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire autour de ce mot écriture du réel? Est-ce que ça te parle? Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cet objet? Ou est-ce que ça s'entend chez toi, enfin, par rapport à ton travail? Écrire le réel, écriture du réel. Je pourrais me mettre dans un café de coin pendant l'après-midi pour 3 heures. Et je pourrais écrire juste ce que je vois. Il y a des enfants qui jouent, il y a un mec qui passe, il y a quelqu'un qui porte un truc hyper lourd, c'est bizarre ça.
le serveur, il est un peu chiant, il me comprend pas, et blablabla. Et après 2 pages, c'est une histoire, quoi. Donc l'écriture de réel, c'est énorme. Et parfois, j'ai commencé un roman où je recommençais un roman grâce à un moment comme ça, dans un train, dans un café, quelque part. Et j'avais du mal à continuer et je me suis dit, ah, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais plus écrire. Ah, il y a quelqu'un avec un tapis sur son épaule. Ah, bizarre. Et on est libre, on est encore dans le truc. Donc, il y a quoi s'il n'y a pas écriture de réel? Il n'y a rien. C'est tout. Toute l'écriture, c'est l'écriture de réel. J'ai du mal à prononcer. L'écriture est réelle. Hein. Donc c'est pas bien choisi pour moi. Hein. Je balbutie. Faut qu'on s'arrête ou on a encore 2 minutes? Là, il faut que j'y aille. Désolé, mais vraiment. C'est pas grave. C'est pas grave. Désolé, mais je fais ça jamais, quoi. Et en plus, vous êtes sympa et je fais ça jamais aux gens qui sont chiants. Hein. Mais c'est juste qu'il faut. Ah, ok, J'ai promis. écoute, on arrive en retard, voilà, c'est comme ça. Et là, un petit sac pour moi.